Il reste maintenant à procéder au test de comparaison de moyenne. On s'intéresse à la relation entre la variable groupe, qui est une variable dichotomique, sans trouble comportemental, et la variable EVIP. Il s'agit d'un test de vocabulaire, de façon effectivement à mesurer la performance des enfants. Et donc ici, la variable dépendante EVIP est une variable quantitative, précisément contenue, alors que la variable indépendante groupe est une variable dichotomique. Alors avant de procéder à l'analyse, étant entendu que le test T est le test le plus approprié, puisqu'il s'agit de faire une comparaison de deux moyennes de groupe indépendants. Alors avant de procéder au test T, on va procéder à l'analyse descriptive dans un premier temps. Alors on va retourner au niveau du fichier de syntaxe et mettre du titre. Donc test T de la relation entre groupe et EVIP, test EVIP. Donc groupe, c'est présence d'un comportement, d'un trouble comportemental, d'un trouble de comportement ou pas. Alors on va s'intéresser d'abord à la variable groupe. Donc c'est une variable qualitative dichotomique, donc frequencies groupe, alors que la variable EVIP est une variable quantitative, donc descriptive. Donc on va sortir les stades descriptives, EVIP, point. Alors on va sélectionner les deux syntaxes et cliquer sur le triangle vert. Descriptive, frequencies, groupe. On a oublié le E. Parfait. On va sélectionner à nouveau de façon à voir apparaître les résultats. Alors, en l'occurrence, c'est assez clair que 102% des enfants présentent un trouble comportemental, étant entendu que pour la variable EVIP, eh bien, le score s'étend de 115 à 150, la moyenne étant de 114,55 et l'écart type 13,4. Alors, nous venons de procéder assez rapidement à l'analyse descriptive. Essayons maintenant d'observer visuellement la relation entre la présence d'un trouble comportemental et les résultats au test de vocabulaire. Donc, on va essayer de visualiser la relation dans un premier temps. Alors, pour ce faire, on va cliquer sur le menu graphique, boîte de dialogue ancienne version, et cliquer sur barre. En fait, ce qu'on veut, on veut le diagramme des moyennes. Donc, c'est sous forme de barre. Alors, on va cliquer sur barre. Ensuite, on va laisser à simple. Récapitulatif pour groupe d'observation, on va définir. Et cliquer sur haute statistique comme moyenne. Donc, on veut le diagramme des moyennes. On va cliquer sur haute statistique moyenne. La variable d'intérêt, c'est EVIP. C'est la variable quantitative. Alors, groupe, c'est la variable catégorielle. Donc, on va mettre la variable groupe sous axe. Donc, l'idée, effectivement, étant de comparer les deux groupes eu égard au test de vocabulaire. Alors, on va cliquer sur Options de façon à signifier au logiciel qu'en fait, nous voulons également les barres d'erreur, autrement dit les intervalles de confiance, au niveau 95. Alors, on va poursuivre et cliquer sur OK ou peut-être générer la syntaxe en cliquant sur Coller. Alors, on a un peu la syntaxe ici. On sélectionne et on l'exécute. De façon à voir apparaître le diagramme des moyennes avec les barres d'erreur, autrement dit les intervalles de confiance. On en a parlé dans le cadre du premier labo web. Pour qu'il y ait une différence significative entre deux groupes, les intervalles de confiance doivent être disjoints. Les deux barres d'erreur semblent disjointes. Donc, il semble y avoir une différence entre le groupe sans trouble comportemental et le groupe trouble comportemental.
En l'occurrence, les scores des enfants sont beaucoup plus bas en moyenne lorsqu'ils présentent un trouble comportemental. Et ça a du sens, tout naturellement. Mais la question est de savoir, est-ce que la différence est statistiquement significative? Donc, d'après la comparaison des barres d'erreur, c'est-à-dire des intervalles de confiance, il semble y avoir une relation statistiquement significative, et donc une différence statistiquement significative. Alors, nous allons devoir confirmer cela en utilisant un test beaucoup plus approprié, qu'on appelle le test T, donc qui est approprié lorsqu'on analyse une relation entre une variable indépendante dichotomique et une variable quantitative précisément continue. Alors, avant de procéder au test T de la relation entre la présence d'un trouble de comportement et les résultats au test de vocabulaire, on va essayer ensemble d'explorer la variable quantitative, qui est la variable EVIP, et s'assurer effectivement que la variable suit la distribution normale. C'est qu'effectivement, le test T est un test paramétrique. Autrement dit, il nécessite que la variable dépendante soit paramétrée selon la loi normale. Et donc, on va s'assurer effectivement que cette condition première est respectée avant de procéder au test T. Alors, pour ce faire, on va utiliser une procédure qu'on avait utilisée dans le cadre du labo Web 1, c'est la commande Explorer. Bien, on va y aller. Donc, en cliquant sur le menu Analyse, comme toujours. Ensuite, Statistiques descriptives et Explorer. Donc, on va explorer la variable dépendante EVIP. Alors, on va la prendre, cette variable EVIP, et la placer sous liste variable dépendante. On clique sur Statistiques de façon à définir les statistiques qu'on veut bien faire sortir. Descriptive, c'est bon. On peut peut-être afficher les valeurs extraites. On poursuit. Alors, tracer, pour ce qui est des courbes, on n'a pas besoin de la tige et feuille. On a surtout besoin de l'histogramme. Et la nouvelle information qu'on veut, c'est le tracé de répartition gaussien et surtout les tests. Donc, avec tests, on voit les tests de normalité. Autrement dit, des tests qui attestent effectivement d'une normalité ou pas de la variable dépendante. Alors, on va cliquer sur Poursuivre. Option. Alors, on va exclure toute observation incomplète. C'est parfait. Voilà. Alors, on a juste à cliquer sur OK ou peut-être cliquer sur Coller pour générer la syntaxe. Dans un premier temps, on va cliquer sur Coller. Replacer la syntaxe à la suite de la précédente. Sélectionner l'ensemble de cette syntaxe et cliquer sur le triangle vert de façon à exécuter la syntaxe. On va y aller. Donc, je clique sur le triangle vert de façon à voir apparaître les résultats de l'analyse. Alors, vous avez le premier tableau qui récapitule un peu le nombre d'observations. En particulier, on a 198 observations valides, étant entendu qu'on a 2 cas manquants. Le tableau caractéristique qui nous indique effectivement que la moyenne des scores des VIP tourne autour de 114,55 et avec son erreur standard, autrement dit son erreur type. Alors on est sûr à 95% qu'au niveau de la population jeune étudiée, le score moyen du test de vocabulaire tourne autour de entre 112,66 et 116,4. Donc ça, c'est l'intervalle de confiance à l'intérieur duquel se situe la vraie moyenne au niveau de la population étudiée. Et qu'effectivement, pour ce qui est de la moyenne tronquée, si on devait enlever les 5% des scores les plus bas et les 5% des scores les plus élevés, la moyenne serait de 114,68. C'est assez clair que la moyenne ne change pas trop par rapport à la moyenne de départ. Autant dire qu'effectivement, qu'il n'y a pas de cas déviant ou bien les cas déviants n'ont pas d'effet sur la moyenne. Alors on a la médiane, la variance, l'écart type, le minimum maximum, la plage interquartile, la symétrie, kurtosis. Alors on en avait parlé dans le cadre du labo Web 1. Une façon effectivement d'apprécier la normalité d'une variable, c'est effectivement de relativiser le coefficient d'asymétrie par son erreur type.
ou le coefficient de kurtosis par son erreur type et s'assurer effectivement que le rapport soit inférieur à 2, précisément 1,96, pour obtenir une distribution normale, autrement dit qui ne s'écarte pas du modèle normal. Mais aujourd'hui, on va utiliser une autre procédure beaucoup plus scientifique, beaucoup plus convaincante pour pouvoir tester la normalité d'une variable. Alors, on va procéder au test de normalité et s'assurer effectivement que la distribution est normale. Alors, comment fonctionnent les tests de normalité? En l'occurrence, ici, vous avez ce tableau qui présente les résultats du test de Shapiro-Wilk, donc qui est le test le plus souvent utilisé, et les résultats du test de Kolmogorov-Smirnov. Alors, généralement, le test de Shapiro-Wilk est très sensible à la taille de l'échantillon. Donc, plus la taille de l'échantillon augmente, plus les chances d'obtenir une distribution non normale augmentent. Alors, c'est la raison pour laquelle, lorsque la taille de l'échantillon est grande, généralement, on va préférer utiliser le test de Kolmogorov, qui effectivement est moins sensible à la taille de l'échantillon que le test de Shapiro-Wilk. Alors, comment fonctionnent les tests de normalité de manière générale? Alors, puisqu'il s'agit de tests, il faut commencer par formuler les hypothèses nulles et alternatives. Donc, l'hypothèse nulle postule que la distribution observée du test de vocabulaire s'ajuste bien au modèle normal dans l'appellation québécoise étudiée. Autrement dit, il y a égalité entre la distribution observée du test de vocabulaire et le modèle normal. Par contre, l'hypothèse alternative postule que la distribution observée du test de vocabulaire ne s'ajuste pas bien au modèle normal dans l'appellation québécoise étudiée. Autrement dit, il y a différence entre la distribution observée et la distribution normale. En fait, ça fonctionne comme le qui-carré. En fait, c'est une forme de qui-carré où l'on compare une distribution observée à une distribution théorique. Ici, la distribution théorique, c'est la distribution normale. Étant entendu, bien sûr, qu'on cherche surtout ici à accepter l'hypothèse nulle. Pourquoi? Parce qu'on veut effectivement que la variable suive une distribution normale. Et donc, on veut que la distribution observée de la variable dépendante soit égale à la distribution normale, autant dire au modèle normal. Donc, autant dire que pour ce test, au lieu de chercher à rejeter l'hypothèse nulle, on veut plutôt accepter l'hypothèse nulle. C'est ce qu'on veut. On veut que l'hypothèse nulle d'égalité entre la distribution observée et le modèle normal soit vérifiée. Alors, on va vérifier les résultats. Alors, on va s'intéresser d'abord au test de Shapiro. En l'occurrence, le p-value, qui est de 0,832. Donc, la probabilité de commettre une erreur en rejetant l'hypothèse nulle est très élevée. En tout cas, plus élevée que le risque d'erreur maximal. Donc, autant dire qu'on peut accepter l'hypothèse nulle d'une absence de différence entre la distribution observée de la variable EVIP et le modèle normal. Donc, si on se base sur le test de Shapiro-Wilk, effectivement, nous sommes en présence d'une distribution normale. Autrement dit, la distribution observée s'ajuste parfaitement au modèle normal. Alors, qu'en est-il pour le test de Kolmogorov-Smirnov? Là aussi, on a une probabilité de 0,20. Et donc, si nous rejetons l'hypothèse nulle, nous commettons 20% de risque d'erreur, ce qui est énorme. On ne peut pas se permettre effectivement d'un tel niveau d'erreur. Nous sommes obligés par conséquent d'accepter l'hypothèse nulle d'une absence de différence. Et donc, les deux tests confirment effectivement que la variable EVIP suit une distribution normale. Donc, sa distribution s'ajuste bien par rapport au modèle normal. Parce qu'on veut effectivement que la différence ne soit pas significative entre la distribution observée et le modèle normal. Alors, une fois qu'on a fini de procéder au test de normalité, il est aussi important d'observer l'allure de la distribution. Donc, il ne faut pas seulement se contenter de tester scientifiquement, aussi faut-il aussi visualiser l'allure de cette distribution. En particulier, c'est assez clair que les scores des VIP suivent une distribution normale, comme on peut le voir sur l'histogramme, mais aussi sur le courbe
QQ. Donc, nous avons le modèle normal qui est représenté par la ligne et les points représentent la distribution observée. Donc, l'idée effectivement est de voir est-ce que la distribution observée s'ajuste au modèle normal. Là, c'est assez clair que l'ajustement est presque parfait. Pourquoi? Parce que pratiquement tous les points sont situés le long de la ligne qui représente un peu le modèle normal. Autrement dit, les valeurs observées et les valeurs attendues sous la normalité. Donc, c'est une forme de Kikari finalement, le test qu'on vient de faire. Donc, on compare une distribution observée à une distribution théorique attendue sous l'hypothèse de normalité. Et vous avez un autre graphique, effectivement, qui compare les fréquences, les valeurs observées de la variable EVIP à l'écart, à la normalité, étant entendu que la plupart des points se situent autour de 0. Par contre, on voit apparaître un cas déviant, un cas qui dévie un peu du modèle. Alors, on va voir jusqu'à quel point ce cas dévie du modèle. Eh bien, on le voit ici, c'est le cas 45. Donc, on le voit bien sur le diagramme en boîte et à moustache. Mais il s'agit d'un cas moyennement déviant. Ce n'est pas un cas extrêmement déviant parce qu'on n'a pas le signe étoilé. Donc, chaque fois que vous avez un signe rond, ça signifie que le cas est moyennement déviant seulement, mais pas extrêmement déviant. Alors, ce qui signifie qu'on peut tolérer la présence de ce cas déviant. Et donc, par conséquent, la variable EVIP suit une distribution normale. On l'a observé visuellement, mais aussi on l'a testé scientifiquement. En fait, dans le cas du test T, à l'instar des tests paramétriques, il faut que la variable dépendante suive une distribution normale. Mais strictement parlant, il faut que la variable dépendante suive une distribution normale à l'intérieur des catégories de la variable dont on veut l'effet sur la variable dépendante. En particulier ici, on s'intéresse à l'effet de la présence de troubles de comportement. Donc on a deux groupes, troubles comportementaux et sans trouble comportemental. Donc l'idée c'est de s'assurer qu'effectivement la variable dépendante EVIP suit une distribution normale à l'intérieur de chacun de ces deux groupes, strictement parlant. Alors on peut le vérifier assez rapidement en reprenant la même procédure. Alors je vais cliquer sur Analyse, Statistiques descriptives et Explorer. Alors je vais introduire tout simplement la variable indépendante groupe sous liste des facteurs. Alors statistiques, on va reprendre les mêmes informations à peu près et cliquer sur OK. Donc l'idée effectivement c'est de s'assurer que EVIP suit une distribution normale à l'intérieur des deux catégories du groupe en question. Alors on va cliquer sur OK. Peut-être générer la syntaxe. Coller. Et la sélectionner. De façon effectivement à voir apparaître ces informations. Donc on a les informations pour le groupe sans TC, sans trouble comportemental, et les informations pour le groupe TC, trouble de comportement. Alors ce qui est surtout intéressant, c'est peut-être de revenir au test de normalité. Donc si on s'intéresse au groupe sans TC, donc sans trouble de comportement, c'est assez clair que la variable EVIP suit une distribution normale à l'intérieur de ce groupe, puisque la probabilité est de 0.888. Donc commettre une erreur en rejetant l'hypothèse nulle. Et donc on ne peut pas se permettre effectivement de rejeter l'hypothèse nulle, on est obligé de l'accepter. De même, lorsqu'effectivement on est en présence d'un trouble de comportement, eh bien la probabilité est de 0.0887. Et par conséquent, on est obligé d'accepter l'hypothèse nulle d'une absence de différence, à l'effet qu'il y a égalité entre la distribution observée et le modèle normal à l'intérieur des deux groupes. Et c'est confirmé par le test de Kolmogorov-Smirnov. Donc c'est assez clair que le test de vocabulaire suit une distribution normale à l'intérieur des deux groupes et on peut observer cette normalité. Alors on a l'histogramme pour le premier groupe, le deuxième groupe.
la courbe QQ du premier groupe, deuxième groupe, et la courbe qui présente les écarts à la normalité, premier groupe, deuxième groupe. Et finalement, les diagrammes en boîte juxtaposés, qui effectivement nous présentent la distribution du groupe sans trouble comportemental et la distribution du groupe trouble comportemental. Alors, ce qui est intéressant avec les diagrammes en boîte juxtaposés, c'est qu'effectivement, elles nous permettent de vérifier une seconde condition qui justifie l'utilisation du test T. C'est qu'effectivement, il doit y avoir homogénéité des variances entre les deux groupes. Autrement dit, on veut comparer deux groupes. Encore faudrait-il que les deux groupes soient comparables. Donc, pour comparer deux groupes, il faut que les deux groupes soient comparables. Et c'est la variance qui nous donne cette idée de comparabilité. Et donc, on voit bien effectivement que la variation du premier groupe est assez similaire à la variation du deuxième groupe. À part la présence du cas déviant, c'est assez clair que les deux groupes sont assez comparables du point de vue de leur variance, si l'on regarde bien la façon dont les scores s'étalent. Mais c'est juste une intuition. Il va falloir bien sûr vérifier cela en procédant à un test beaucoup plus scientifique que nous verrons tout à l'heure. Mais pour le moment, on a l'intuition effectivement que les deux groupes sont de variance sensiblement égale à la lecture du diagramme en boîte juxtaposée. La condition de normalité étant vérifiée, il semble également qu'il y ait homogénéité dans les variances des groupes. Eh bien, on peut commencer à procéder au test T. Alors, pour ce faire, on va cliquer sur le menu Analyse, comparer les moyennes et tester pour échantillon indépendant. Justement, l'indépendance d'échantillons, donc des groupes, est une autre condition qui justifie l'utilisation du test T de Steedon. Donc, il faut que l'échantillon soit indépendant. Donc, l'indépendance est respectée ici, puisque le choix des individus du groupe 1 ne dépend pas du choix des individus du groupe 2. Donc, c'est une condition qui est relativement facile à respecter tant qu'on n'a pas des mesures répétées. C'est correct. On respecte généralement cette condition. Donc, cette troisième condition d'indépendance est respectée. Et donc, on va cliquer sur Tester pour échantillon indépendant. Pour voir apparaître cette fenêtre contextuelle, alors, on s'intéresse à la variable EVIP, test de vocabulaire. Alors, on va la placer, cette variable, sous variable à tester. Donc, c'est la variable clé. La VI, soit la variable catégorielle dichotomique, c'est la variable groupe. Alors, on la place sous variable de regroupement. Alors, sauf qu'il faut définir les valeurs de cette variable groupe en cliquant sur définir des groupes. Donc, on va cliquer sur définir des groupes de façon à signifier au logiciel qu'en fait, le groupe 1 est codé 0, le groupe 2 est codé 1. Évidemment, on aurait pu inverser, mettre 1 et 0, mais cela va déterminer le signe de la valeur du T. Alors 0 pour 1, 1 pour 2, ça est correct. Alors on va cliquer sur poursuivre, mais tant que vous n'avez pas défini ces valeurs, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut toujours définir les valeurs de la variable indépendante. Donc on poursuit. Ensuite, on clique sur Options, de façon à définir le niveau d'intervalle de confiance. 95%, c'est correct. Alors, avant d'exécuter la syntaxe, peut-être mettre du titre. Ben, on a déjà testé de la relation entre groupe et EVIP. C'est correct, je pense qu'on peut y aller directement. Donc, on va cliquer sur Coller pour générer la syntaxe du test T. Tout semble correct. Donc, coller. Alors, on va placer la syntaxe, la sélectionner et cliquer sur le triangle vert pour l'exécuter. Alors, on va y aller. Donc, voilà un peu les résultats du test T qui se présentent en deux tableaux. Alors, le premier tableau, c'est un peu le tableau des moyennes avec du contexte. Donc, vous avez le nombre de cas ainsi que l'écart type et les erreurs types. En l'occurrence, la moyenne du groupe sans TC
est de 117,6, plus ou moins 13,397, étant entendu que l'erreur standard est de 1,55. Pour ce qui est du groupe trouble mental, trouble comportemental, on a 112,67, l'écart type et l'erreur type. Et donc si on compare les deux moyennes, il semble y avoir une différence entre les deux groupes. C'est assez clair que les enfants qui ne présentent pas de troubles de comportement performent mieux que les enfants qui présentent un trouble de comportement. Reste à savoir maintenant, est-ce que la différence est statistiquement significative au niveau de la population étudiée? Parce que le hasard de l'échantillonnage peut faire de telle sorte qu'on soit tombé sur cet échantillon qui ne révèle l'existence d'une différence, alors que dans la population elle-même, il n'y a pas de différence. Donc il faut nous assurer effectivement que la différence observée dans les données de l'échantillon n'est pas le fruit du hasard de l'échantillonnage, qu'elle existe vraisemblablement dans la population étudiée. Pour ce faire, il faut analyser les résultats du test T. Alors on l'a dans le deuxième tableau. Alors je vais agrandir un petit peu. Les résultats du test T se présentent sur deux lignes. Parfait. Alors on a la première ligne sous l'hypothèse de variance égale et la deuxième ligne sous l'hypothèse de variance inégale. Alors on en a parlé, le test T de Student est utilisé à la condition effectivement que les variances des deux groupes soient égales. C'est ce qu'on appelle homoscédasticité, c'est le terme technique. Parce qu'effectivement, il faut que les deux groupes soient comparables pour pouvoir utiliser le test T de Student. Et donc, il y a un moyen de procéder au test d'homogénéité des variances. Étant entendu que tout à l'heure, nous avions l'intuition qu'il y avait homogénéité des variances, que les deux variances n'étaient pas très différentes. Alors, on va vérifier cela, on va valider cela scientifiquement parlant. Alors, pour ce faire, on va procéder au test F de Leuven. Alors, le test F, ce n'est pas le test F d'ANOVA, c'est le test F de Leuven. Donc, qui permet effectivement de tester l'égalité des variances. Donc, l'hypothèse nulle est à l'effet que les variances des groupes 1 et 2 sont égales quant au test de vocabulaire dans la population québécoise étudiée, alors que l'hypothèse alternative postule l'idée de différence entre les deux variances, étant entendu qu'on veut que les deux variances soient égales, pour effectivement vérifier l'hypothèse d'homogénéité. On regarde les résultats, donc on a la valeur du F de Leuven, le SIG, autrement dit le p-value. Donc ici le p-value est de 0.712. Donc la probabilité de commettre une erreur en rejetant l'hypothèse nulle est très élevée, en tout cas plus élevée que le seuil minimal 0.05. Et donc le risque d'erreur étant très élevé en rejetant l'hypothèse nulle, eh bien on est obligé d'accepter l'hypothèse nulle d'une absence de différence entre les deux variances des deux groupes. Donc c'est assez clair que les deux groupes présentent des variances similaires, donc des variances égales. Et donc notre intuition de départ est validée scientifiquement par le test de Leuven. Et comme effectivement les deux groupes présentent des variances égales, eh bien on va lire les résultats de la première ligne sous l'hypothèse de variance égale. Donc on va s'intéresser à la première ligne. Alors vous avez la valeur du T qui est de 2.54. Alors une première façon de faire, autrement dit pour prendre une décision, c'est de comparer la valeur calculée aux valeurs critiques. Alors on va aller vérifier la valeur critique du T des Student en utilisant la table T pour un test bilatéral. Autrement dit, l'hypothèse alternative est formulée en termes de différence entre les deux groupes quant au test de vocabulaire. Donc le nombre de DL ici, alors c'est combien déjà? On a 196 DL. Donc 196. En fait, c'est le nombre de cas dans la taille de l'échantillon moins le nombre de catégories. Donc le nombre de cas ici, c'est 198 moins le nombre
de catégorie 2, eh bien, ça donne 196. OC 0.05, avec 196 degrés de liberté, eh bien, il nous faut 1.97, minimalement, pour pouvoir rejeter l'hypothèse nulle. Or, la valeur calculée du t est de 2.54. Donc, c'est assez clair que le t calculé dépasse la valeur critique. Et donc, on peut effectivement rejeter l'hypothèse nulle d'une absence de différence pour conclure effectivement qu'il y a une différence entre les deux groupes quant au test de vocabulaire. Alors, une deuxième façon effectivement de prendre une décision, c'est effectivement de comparer la probabilité calculée, ici qui est de 0.012. Donc la probabilité de commettre une erreur en rejetant l'hypothèse nulle est faible. En tout cas, elle est plus faible que le risque d'erreur maximal 0.05. Eh bien, autant effectivement rejeter l'hypothèse nulle. Puisque si nous rejetons l'hypothèse nulle, le risque d'erreur c'est seulement de 1.2%, ce qui est très faible comparativement à 5% de risque d'erreur. Eh bien, on peut observer visuellement la prise de décision. Alors, la valeur calculée est de 2.54. Si on se réfère sur la table du t, qui ne présente pas beaucoup de valeurs, eh bien, on peut y aller avec 1.96, mais on peut aussi présenter la valeur 1.97, puisque c'est précisément la valeur critique. Mais généralement, on va vouloir utiliser la valeur critique 1.96, parce que c'est la valeur critique par excellence lorsqu'effectivement on travaille avec un test bilatéral OC 0.05 et avec l'infini comme degré de liberté. Prenez 1.96 ou 1.97, c'est aussi correct. Alors ici, j'ai pris 1.96 puisque j'ai calculé cette valeur critique directement sur une table qui ne présente pas tous les degrés de liberté. Donc j'ai pris la valeur à l'infini. Et justement, la valeur à l'infini, c'est 1.96. Et donc là, c'est assez clair qu'on est obligé de rejeter l'hypothèse nulle. Par conséquent, il y a une différence entre les deux groupes eu égard au test de vocabulaire. Ça, c'est la deuxième façon de faire. Autrement dit, on compare la probabilité calculée au seuil de signification. Alors, troisième possibilité, eh bien, c'est de s'intéresser à l'intervalle de confiance. Donc, c'est l'intervalle de confiance de la différence. Donc, la différence, on l'a ici, la différence moyenne entre les moyennes des deux groupes, elle est symbolisée par 4.939. Donc, c'est la différence entre les deux groupes. Évidemment, si vous prenez la différence entre les deux groupes, vous relativisez par l'erreur type, différence, erreur standard. Donc, c'est l'erreur type de la différence. Vous obtenez le t. Donc, 4.939 divisé par 1.94, vous obtenez le t. Donc, voilà comment on calcule le t. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, cette différence moyenne de 4.939, on peut calculer l'intervalle de confiance à l'intérieur duquel se situe cette différence de moyenne au niveau de toute la population. Justement, cet intervalle de confiance se situe entre 1.109 et 8.768. Autrement dit, on est sûr à 95% que la vraie différence de moyenne se situe entre 1.109 et 8.768 au niveau de la population jeune étudiée. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on peut prendre une décision d'acceptation ou de rejet de l'hypothèse nulle en se basant sur l'intervalle de confiance. Eh bien, pour pouvoir rejeter l'hypothèse nulle, il faut que l'intervalle de confiance ne contienne pas la valeur 0. Nous savons que la valeur 0 signifie l'idée de nullité d'une relation, d'une différence. Et donc ici, c'est assez clair que l'intervalle de confiance ne contient pas la valeur 0. Eh bien, par conséquent, on peut rejeter l'hypothèse nulle d'une absence de différence. Et donc, c'est assez clair que dans le cas du test T, il y a au moins 3 possibilités pour pouvoir prendre une décision. Soit on compare le t calculé au t critique et s'assurer que le t calculé est plus grand que le t critique. Alors, ça c'est vérifié. Que le t critique soit de 1.97 précisément ou 1.96, c'est correct. Soit on compare le p, le petit p, au risque d'erreur maximale et s'assurer que la probabilité de commettre une erreur en rejetant l'hypothèse nulle est plus faible que le risque maximal, ce qui est le cas ici, pour pouvoir rejeter l'hypothèse nulle. Et troisième façon de faire, eh bien, s'assurer que l'intervalle de confiance et de la différence entre les deux moyennes ne contient pas la valeur 0, ce qui est le cas ici. Par conséquent, dans tous les 3 cas, nous sommes obligés de conclure à une relation statistiquement significative
entre le groupe d'appartenance, autrement dit la présence de troubles de comportement, et le test de vocabulaire. Évidemment, si le test de Leuven était significatif, statistiquement parlant, eh bien, ça signifierait que les deux variances sont inégales. Eh bien, dans ce cas, on lirait tout simplement la deuxième ligne. Alors, la deuxième ligne symbolise un peu le test T' de Wells. Donc, c'est une adaptation du test T de Student. Alors, rappelez-vous, lorsque nous avions calculé l'erreur type, dans le cas effectivement du test T de Student, alors nous avions pris la variance combinée multipliée par le terme correcteur, autrement dit 1 sur N1 plus 1 sur N2. Alors, pourquoi nous avions pris la variance combinée? Parce qu'effectivement, on suppose que les variances des deux groupes sont égales. Et donc, c'est pourquoi, effectivement, nous avions calculé l'erreur type de la différence entre deux moyennes en combinant les deux variances. Mais dans le cas, effectivement, du test T' de Wells, autrement dit la deuxième ligne, eh bien, au lieu de combiner les variances des deux groupes, eh bien, on sépare les variances des deux groupes dans le calcul de l'erreur type, avant de calculer la statistique du T. Et donc, ce qui différencie finalement le test T' de Wells, donc la deuxième ligne, du test T de Student, la première ligne, c'est la façon dont on calcule l'erreur type. Peut-être une dernière chose, en fait, par défaut, SPSS procède au test bilatéral. Donc, on n'identifie pas la direction de la relation, la direction de la différence entre les deux groupes. Donc, SPSS teste tout simplement qu'il y a une différence entre les deux moyennes de groupe. Et par conséquent, si vous voulez procéder au test unilatéral, eh bien, il faut diviser la probabilité, calculer le P, il faut diviser par 2. Si vous voulez procéder au test unilatéral. Et voilà pour l'information complémentaire. Que se passe-t-il maintenant lorsque la variable indépendante comporte 3 groupes ou plus, et non 2 groupes seulement, étant entendu que la variable dépendante est toujours quantitative. Donc l'exemple est donné ici de la variable famille type de famille. Donc on a monoparental, recomposé et intact. Donc on a 3 catégories. Évidemment, on peut procéder à une série de tests T. Donc on peut comparer intact à recomposé, intact monoparental et recomposé et monoparental, et procéder à 3 séries de tests T. Mais lorsque effectivement K signifie le nombre de catégories de la variable indépendante, nous devons faire K multiplié par K moins 1 sur 2 comparaisons. Autrement dit, si la variable indépendante comporte 5 catégories, vous devez procéder 5 fois 5 moins 1 sur 2, et donc vous devez procéder 10 comparaisons, autrement dit 10 séries de tests T, ce qui est quand même fastidieux. Et pour chaque type de comparaison, la probabilité de commettre une erreur en rejetant l'hypothèse nulle est de 0,05. Ben, si vous avez 10 comparaisons à faire, eh bien, le risque d'erreur est multiplié par 10. Alors, c'est un risque d'erreur qu'on ne peut pas se permettre. Or, l'ANOVA, elle, va comparer globalement toutes les moyennes des 3 groupes et va réduire au strict minimum la probabilité de commettre une erreur en rejetant l'hypothèse nulle. Donc, voilà la raison pour laquelle, lorsqu'effectivement la VI est non dichotomique, et la VD quantitative, eh bien, on préfère utiliser l'ANOVA plutôt qu'une série de tests T. Donc, on va y aller. Donc, on va s'intéresser à l'ANOVA pour cette relation. Mais auparavant, on va observer, visualiser la relation. Donc, on va y aller en cliquant sur graphique, boîte de dialogue, ancienne version, barre. Alors, on a déjà adopté cette procédure. Alors, groupe d'observation, on va définir. Alors, on va remplacer groupe par famille 3. Option, afficher les barres d'erreur, c'est correct. Et OK. Donc, avant de générer, peut-être mettre un peu de contexte dans le fichier. Alors, ANOVA de la relation entre type de famille et EVIP. Alors, on va générer la syntaxe en cliquant sur OK. On va la placer, la sélectionner et cliquer sur le triangle vert.
On va vérifier au niveau des sorties. Alors, voilà comment se présente le diagramme des moyennes. Alors, c'est assez clair qu'il ne semble pas y avoir de différence entre le groupe famille intacte et le groupe famille monoparentale. En revanche, on voit qu'il y a une différence entre intact et recomposé par rapport au test de vocabulaire. Donc, c'est assez clair que les enfants qui appartiennent à une famille recomposée performent moins que les enfants qui appartiennent à une famille intacte. Et les barres d'erreur ne se chevauchent pas. Donc, il semble y avoir au moins une différence. Justement, c'est suffisant pour que le test ANOVA révèle une différence. Donc, dans le cas du test ANOVA, l'hypothèse alternative est formulée dans le sens où il y a au moins une différence entre les moyennes qui sont observées, mais pas que toutes les moyennes sont différentes. Donc, il suffit qu'il y ait au moins une différence entre deux moyennes pour que l'ensemble du test d'ANOVA se révèle statistiquement significatif. Et donc, c'est assez clair qu'on peut passer au test ANOVA parce qu'il semble y avoir au moins une différence entre deux moyennes de groupe. Alors, avant de passer au test ANOVA, encore une fois, alors je vais corriger ici, ANOVA. Alors, encore une fois, on va s'assurer que la variable dépendante est VIP sur une distribution normale à l'intérieur des trois groupes. Donc, on va reprendre la procédure analyse, stade descriptive, explorer. Alors, on va remplacer groupe par famille et directement cliquer sur OK ou générer la syntaxe. Coller. Alors, on va sélectionner la syntaxe et cliquer sur le triangle vert de façon effectivement à comparer les trois groupes eu égard à la normalité de la variable dépendante. Alors, ce qui est intéressant, c'est surtout le test de normalité. Les tests ne sont pas significatifs. Par conséquent, la distribution observée s'ajuste bien par rapport au modèle normal à l'intérieur de chacun des trois groupes intacts, recomposés monoparental, que ce soit pour le test Shapiro ou le test Kolmogorov. Donc, on a à chaque fois des tests qui ne sont pas significatifs. Ce qu'on veut pour effectivement avancer que la variable dépendante sur une distribution normale à l'intérieur des trois groupes. Et donc, on peut visualiser cette normalité donc à l'intérieur des trois groupes. Donc, premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, ce qui est de l'histogramme. Alors, le diagramme QQ normal, premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Et le diagramme des écarts à la normalité, premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Finalement, on a les boîtes juxtaposées qui effectivement nous permettent, outre d'indiquer ou de visualiser la présence de cas déviants, de voir est-ce que les deux variants sont similairement ou sensiblement égales. On va vérifier cela en procédant à un test d'homogénéité. Mais pour le moment, on peut passer au test ANOVA, puisqu'il semble y avoir au moins une différence et que la normalité est respectée. Pour ce qui est de l'homogénéité des variances, alors ce n'est pas très clair, alors c'est plus ou moins homogène, les variances des trois groupes, alors on va vérifier cela en procédant au test d'homogénéité. Alors on va y aller, on va passer au test ANOVA de la relation entre le type de famille et le test de vocabulaire. Alors pour ce faire, on va cliquer sur analyse, ensuite comparer les moyennes, un peu comme tout à l'heure, et moyenne. Donc on va utiliser la première procédure. Donc on va cliquer sur moyenne, puisqu'on fait des comparaisons de moyenne. Donc on clique sur moyenne. Ensuite, la variable dépendante est VIP, on la place sous liste variable dépendante et la variable indépendante sous liste variable indépendante. Alors, on peut définir quelques options. S'assurer qu'on a la moyenne, le nombre d'observations, l'écart type pour obtenir le tableau de moyenne. Et surtout, cliquer sur tableau ANOVA et état. Donc, état comme état carré. Donc, on va cliquer sur tableau ANOVA de façon effectivement à obtenir le test ANOVA. Donc, on poursuit. Ben, ça va être tout. Alors, on peut cliquer sur OK ou générer la syntaxe. Alors, je vais générer la syntaxe. Coller.
Ensuite, je sélectionne et j'exécute la syntaxe. Alors, on a le premier tableau qui récapitule un peu les observations. Le deuxième tableau, c'est le tableau des moyennes. En l'occurrence, c'est assez clair que les enfants qui appartiennent à une famille recomposée performent moins que les enfants qui appartiennent à une famille intacte. Donc, il semble y avoir au moins cette différence. Étant entendu que entre intact et monoparental, il ne semble pas y avoir une différence énorme. En tout cas, on va vérifier si au moins une différence est statistiquement significative en procédant au test ANOVA. Alors, on a ici le tableau ANOVA. Alors, la valeur 35573.09 symbolise la variation dans l'ensemble de l'échantillon, d'où total. Donc, c'est la variation totale dans l'ensemble de l'échantillon. Lorsqu'effectivement nous impliquons la variable indépendante famille, toute la variation va être scindée en deux parties. Donc, la variation intergroupe et la variation intragroupe. La variation intergroupe est symbolisée par la valeur 1395.896, alors que la variation intragroupe est symbolisée par 34.177.195. Alors, si vous faites la somme des deux variations, inter et intra, vous retrouvez la variation totale. Et à chaque source de variation est associé un nombre de degrés de liberté. Par exemple, pour la variation intergroupe, vous avez 2 degrés de liberté. Pourquoi? Parce que c'est le nombre de catégories moins 1. Donc, le nombre de catégories 3 moins 1, alors nous avons 2 comme degré de liberté inter. Pour le nombre de degrés de liberté intragroupe, eh bien, c'est la taille de l'échantillon, autrement dit le nombre de cas, moins le nombre de catégories de la variable. Donc, on a 198, c'est le nombre de cas de l'échantillon, moins 3, le nombre de catégories, eh bien, on obtient 195. Connaissant la somme des carrés inter et intragroupe et le nombre de degrés de liberté qui leur est associé, eh bien, on peut calculer la variance, autrement dit, le carré moyen. Prenez 1395.896 divisé par 2, vous avez la variance, autrement dit, le carré moyen. La variance n'est rien d'autre que la somme moyenne des carrés, d'où le terme carré moyen. Prenez la somme des carrés intragroupe divisé par le nombre de degrés de liberté et vous avez la variance intragroupe. Connaissant la variance intergroupe et la variance intragroupe, eh bien, le rapport donne le F. Donc, le F n'est rien d'autre que le rapport entre la variance intergroupe et la variance intragroupe. Pour pouvoir obtenir un F élevé, il faut que la variation intergroupe soit de loin plus importante que la variation intragroupe. Apparemment, ce qui est le cas, puisque nous avons un F de 3.98. Alors, comparons le F calculé au F critique, qu'on va déterminer à partir de la table du F. Alors, on va y aller. Donc, on a 2 degrés de liberté inter et 195 intra. Donc, il nous faut minimalement 3.04 pour pouvoir rejeter l'hypothèse nulle. En l'occurrence, on est sur l'hypothèse nulle d'une absence de relation, de différence entre la famille, le type de famille et le test au vocabulaire. Justement, sur l'hypothèse nulle. Si on devait reproduire l'expérience de sélection de l'échantillon 100 fois, dans 95% des cas, on aura un F compris entre 0 et 3.04 sur l'hypothèse nulle. Autrement dit, s'il n'y avait pas de relation, soit la zone de nullité de la relation ou zone d'acceptation de l'hypothèse nulle. La question qu'on se pose maintenant est de savoir où se situe notre F calculé à nous. Donc, c'est assez clair que notre F calculé se situe en dehors de la zone de nullité de la relation. Autrement dit, la valeur symbolisée par 3.98 s'écarte de façon significative de la valeur 0. Par conséquent, on est obligé de rejeter l'hypothèse nulle pour pouvoir accepter l'hypothèse alternative, du moins jusqu'à preuve du contraire. On peut aussi comparer le P, donc qui est ici de 0.02. Donc si nous rejetons l'hypothèse nulle,
le risque d'erreur serait de 2%, ce qui est minime comparativement au risque d'erreur maximal de 5%. Ben, autant dire qu'on peut se permettre effectivement de rejeter l'hypothèse nulle. Mais voilà, nous venons de confirmer que la relation entre le type de famille et le test de vocabulaire est statistiquement significative au niveau de la population. Mais est-ce que la relation est réellement significative? Autrement dit, quelle est la taille de l'effet du type de famille sur le test de vocabulaire? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut effectivement interpréter l'état carré. Alors, autant dans le cas du test T, il n'est pas possible de sortir l'état carré directement avec SPSS, autant dans le cas du test ANOVA, on peut sortir l'état carré. Eh bien, c'est tant mieux. Alors ici, l'état carré est de 0.04. Et donc, si on se base sur la règle d'interprétation de Cohen, il est assez clair que nous sommes en présence d'un effet de faible taille à modéré. Nous savons donc qu'avec l'ANOVA, la relation entre le type de famille et le test de vocabulaire est statistiquement significative. En revanche, ce que l'ANOVA ne nous dit pas, c'est qu'effectivement, quelles sont les sources des différences? Où se situent les différences? Est-ce entre famille intacte et recomposée, intacte et monoparentale, ou entre recomposée et monoparentale? Alors, pour le savoir, il faut procéder à ce qu'on appelle au test post-hoc. Alors, on va y aller en cliquant sur Analyse, comparer les moyennes. Alors, cette fois-ci, on change de procédure. Donc, la procédure moyenne est très intéressante pour obtenir surtout l'état carré. Mais la procédure ANOVA en facteur nous permet effectivement de procéder au test post-hoc, autrement dit au test a posteriori. Donc, on va cliquer sur ANOVA en facteur pour pouvoir accéder à ces tests. Donc, on va cliquer pour voir apparaître cette fenêtre contextuelle. Alors, la variable dépendante VIP, indépendante famille, sous facteur, post-hoc. Alors, on va cliquer LSD, Bonferroni et Cheffé. Alors, on va se contenter effectivement de ces tests post-hoc. Effectivement, c'est des tests sous l'hypothèse de variance égale. Donc, on va cliquer sur poursuivre. Et justement, pour s'assurer que les variances sont égales, on va cliquer sur test d'homogénéité de variance. Donc, pour procéder au test, alors on va sortir les caractéristiques. On poursuit. Alors, ça va être tout. Peut-être générer la syntaxe assez rapidement en cliquant sur coller. On sélectionne et on exécute pour voir apparaître les résultats. Alors, SPSS nous présente un tableau à l'intérieur duquel on a les statistiques descriptives, mais aussi les statistiques référentielles, en particulier les intervalles de confiance. La nouvelle information, la première nouvelle information, c'est le test d'homogénéité des variances. Alors là, encore une fois, c'est le test de Leuven qui est non statistiquement significatif, puisque le P est 2.118. Eh bien, le risque d'erreur en rejetant l'hypothèse nulle est de 11.8%, ce qui est énorme. Et donc, on est obligé d'accepter l'hypothèse nulle d'une absence de différence entre les variances des trois groupes. Par conséquent, l'homogénéité est confirmée, ou l'homoscédasticité est confirmée. Donc, les trois variances ne sont pas très différentes. Alors là, on a le tableau ANOVA qu'on avait avec la procédure moyenne. La deuxième nouvelle information, en fait, c'est celle-là. Celle qui présente les résultats des comparaisons multiples entre les trois groupes. Alors, on va s'intéresser en particulier au test LSD dans un premier temps. Alors, on va s'intéresser à cette partie du tableau. Alors, le logiciel compare finalement les trois catégories 2 à 2. Donc, intact, recomposé, intact, monoparental, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on a trois comparaisons, étant entendu qu'il y a des doublons. Alors, si on s'intéresse à la première comparaison, intact et recomposé. Alors, 6.811, c'est la différence entre les deux moyennes. Donc, la moyenne du groupe intact et la moyenne du groupe recomposé.
Donc la différence donne 6,8. Donc c'est la différence la plus importante qu'on avait observée visuellement, mais aussi à la lecture du diagramme des moyennes. Donc c'est la différence entre les deux groupes. Donc prenez cette différence et relativisée par son erreur type. Donc l'erreur type se calcule un peu comme nous avions calculé l'erreur type dans le cas du test T. Ça se calcule de la même façon. Donc prenez la différence moyenne divisée par l'erreur type et vous avez une statistique T. Ici c'est assez clair que la statistique T est beaucoup plus importante que la valeur critique 1,96. Donc c'est assez clair qu'il y a une différence significative entre intact et recomposé. Et ça se voit également à travers le petit p, qui est de 0,005, donc qui est inférieur à 0,05. Alors, le test LSD est une forme de série de test T, puisque ça se calcule de la même façon que le test T. Donc on prend la différence et on relativise par l'erreur type, qui se calcule comme l'erreur type du T. Donc le test LSD, en fait, c'est une série de tests T, finalement. Par contre, on en a parlé au début, c'est qu'effectivement, lorsqu'on procède à une série de tests T, il y a un inconvénient majeur. En particulier, supposons qu'on ait 5 catégories pour la variable indépendante. Et donc, on est obligé de faire 10 comparaisons. Donc, 10 séries de tests T. Ou si vous voulez, 10 séries de tests LSD. Ce qui est dommage, c'est que plus le nombre de comparaisons augmente, plus la probabilité d'observer au moins une différence entre deux moyennes augmente en conséquence. Autrement dit, le nombre de comparaisons possibles a un effet sur la possibilité d'observer au moins une différence. Donc, du fait de la multiplication des séries de comparaisons, eh bien, on finit par obtenir au moins une différence statistiquement significative, une comparaison statistiquement significative. Donc, il faut tenir compte de l'effet du nombre de comparaisons sur la signification statistique des comparaisons. Alors, une façon effectivement de faire face à ce problème, effectivement, c'est de corriger le test LST, autrement dit, les séries de tests T. Alors, comment corriger effectivement les tests LSD de façon effectivement à faire face à l'effet d'inflation imposé par la multiplication des séries de comparaison? Alors, une première possibilité pour corriger les tests LSD, eh bien, c'est d'utiliser les tests de Bonferroni, donc qui effectivement permettent de corriger l'effet du nombre de comparaisons sur les tests des différences de moyenne. Et donc, ça se calcule en prenant le p-value du test de LSD multiplié par le nombre de comparaisons. En l'occurrence, si on s'intéresse à la première paire de comparaisons, donc on avait une probabilité de 0,05, multiplié par le nombre de comparaisons, ici on a à faire 3 comparaisons, multipliez 3 par 0,05 et vous obtenez 0,016 en étant tolérant par rapport aux arrondis. Donc c'est une façon effectivement d'ajuster l'effet du nombre de comparaisons sur les différences de moyenne. Et donc on multiplie tout simplement le p-value par le nombre de comparaisons. Ou bien on divise la valeur t par le nombre de comparaisons 3 pour effectivement voir si le ratio est inférieur ou pas à la valeur critique 1,96. Et que même le ratio entre le t 6,81 et le nombre de comparaison 3 est inférieur à 1,96. Donc voilà comment, avec le test Bonferroni, on parvient à ajuster les tests LSD. Alors une autre façon d'ajuster, c'est d'utiliser ce qu'on appelle l'ajustement Sheffer, qui consiste à prendre la statistique T, autrement dit le LSD au carré, divisé par K-1. K, c'est le nombre de catégories moins 1. En l'occurrence, prenez 6,81 élevé au carré, divisé par 3 moins 1, et vous obtenez une statistique T qui va aider effectivement à déterminer s'il y a une différence statistiquement significative ou pas. En l'occurrence, le test Sheffer indique effectivement
que la différence est significative entre intact et recomposé. Et donc, de manière générale, c'est assez clair qu'il semble y avoir une seule différence entre le groupe intact et le groupe recomposé, et que les autres comparaisons ne sont pas statistiquement significatives. Donc voilà un peu l'intérêt des tests de comparaison de moyenne, c'est qu'ils vont aider à situer où se trouvent les sources de différences, étant entendu que soit on utilise le test Binforoni, soit on utilise le test Sheffey. Mais le test Sheffey est particulièrement intéressant lorsqu'on travaille avec des groupes de taille inégale. Que se passe-t-il maintenant lorsqu'on travaille avec une variable indépendante dichotomique et une variable dépendante quantitative et qu'on veuille contrôler la relation en utilisant une variable qualitative? Donc l'exemple est donné ici de la relation entre le groupe d'appartenance, donc la présence d'un trouble de comportement, et le test de vocabulaire, mais en contrôlant l'attitude des parents. En l'occurrence, il se peut effectivement que la présence d'un trouble de comportement soit associée à un score plus bas en termes de test de vocabulaire, mais seulement lorsque les parents présentent une attitude négative. Par exemple, une attitude de rejet, une attitude d'hostilité, une attitude de négligence envers les enfants. Et que par conséquent, lorsque les parents ont plutôt une attitude très positive, il se peut que la différence entre les deux groupes ne soit pas statistiquement significative. Que les différences ne soient pas statistiquement significatives, eu égard au test de vocabulaire. Eh bien, on va vérifier cela en s'intéressant à cette relation et en utilisant ce qu'on appelle l'analyse de variance factorielle. Donc, l'analyse de variance factorielle est la technique appropriée pour répondre à ce type de questionnement, étant entendu que nous sommes en présence de la structure de causalité interactive. Donc, on s'intéresse à l'interaction entre l'attitude et le groupe, et surtout l'effet de cette interaction sur la variable test de vocabulaire. Alors, on va y aller, donc procéder à l'ANOVA factoriel, ou si vous voulez l'ANOVA à deux facteurs, puisqu'on a deux facteurs, autrement dit deux variables indépendantes qualitatives. Donc, on va parler d'ANOVA à deux facteurs ou d'ANOVA factoriel. Factoriel comme facteur. Alors, on va y aller en cliquant sur Analyse, Modèle linéaire général. Donc, l'ANOVA factoriel, c'est une forme de linéarisation du modèle. Ensuite, univarié. Univarié parce qu'on travaille avec une seule variable dépendante. On va cliquer là-dessus. Alors, la variable dépendante, c'est toujours la variable EVIP. Le premier facteur, c'est groupe. Donc, présence TC par TC. Alors, pourquoi facteur fixe? Parce qu'on suppose effectivement qu'il s'agit d'une variable dont les catégories sont finies, sont fixes. Et que généralement, lorsqu'on travaille avec une variable qui comporte de nombreuses catégories et qu'on a fait une sélection parmi ces catégories de la variable, on va utiliser plutôt facteur aléatoire. Nous, on s'intéresse seulement aux effets fixes. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la variable groupe comporte un nombre de catégories fini, un nombre de catégories fixes. C'est la même chose également avec la variable attitude des parents. Donc, on va la placer sous groupe, donc qui est aussi un facteur fixe, autrement dit une variable fixe. Alors, on va cliquer sur modèle et signifier effectivement qu'il s'agit d'un modèle factoriel complet qui inclut à la fois les effets principaux et l'effet d'interaction. Alors, somme des carrés de type 3, alors on va s'intéresser à cette somme des carrés par défaut, qui est très intéressante, en particulier pour tenir compte du fait que les groupes n'ont pas la même taille. Alors on va cliquer sur poursuivre. Ensuite, tracer pour effectivement construire la courbe des moyennes, donc groupe axe horizontal, attitude, courbe distincte, ajouter, poursuivre. Alors, post-hoc, ce n'est pas nécessaire, puisqu'effectivement, c'est des variables dichotomiques, donc comportent seulement deux catégories, donc on n'a pas besoin de faire des comparaisons multiples. On va cliquer sur Options
de façon à signifier au logiciel qu'on veut la moyenne totale et surtout les moyennes conditionnelles. Autrement dit, les moyennes qui permettent effectivement d'interpréter l'effet d'interaction. Stat descriptive, estimation d'effet détail, donc l'état carré, partiel en particulier. Le test d'homogénéité des variances, donc il faut s'assurer effectivement que les variances sont homogènes à l'intérieur du groupe. On poursuit. Je pense que ça va être tout. Alors on va juste s'assurer d'utiliser le fichier de syntaxe. Alors on va intituler analyse de variance factorielle de la relation groupe et EVIP contrôlant l'effet interactif de quelle variable encore? Attitude des parents. Donc attitude. Alors, on va générer la syntaxe à la suite du titre, donc en cliquant sur coller. On a ici la syntaxe. On la sélectionne et on clique sur le triangle vert pour obtenir les résultats. Donc voilà un peu comment se présentent les résultats de l'analyse factorielle. Alors, on a la variable indépendante, ou si vous voulez le facteur A, trouble comportemental, donc sans trouble. On a la variable contrôle, donc c'est l'attitude des parents, selon qu'elle est normale ou négative en termes d'hostilité, de rejet, coercition, ainsi de suite. Donc c'est un tableau un peu qui nous donne l'information concernant les deux facteurs. Autrement dit, la VI et la VC, qui sont toutes de nature catégorielle. Alors, le deuxième tableau, en fait, c'est le tableau des moyennes. En l'occurrence, on peut lire les moyennes conditionnelles. Donc, on a ici les moyennes conditionnelles. Alors, je vais refaire. Et voilà, alors on a les moyennes conditionnelles. Autrement dit, des moyennes qui, effectivement, représentent l'interaction entre les deux facteurs. En l'occurrence, pour pouvoir observer un effet d'interaction, il faut qu'il y ait au moins une moyenne conditionnelle qui est différente d'une autre. En l'occurrence, c'est assez clair que les enfants qui n'ont pas de trouble comportemental et dont les parents ont une attitude normale à leur égale performent bien avec 117.13 comme moyenne. Étant entendu que la moyenne est très basse lorsqu'effectivement les enfants présentent à la fois un trouble comportemental et ont des parents qui présentent une attitude très négative à leur égard. La moyenne baisse à 105. Donc il semble y avoir au moins une différence entre deux moyennes conditionnelles. Donc il semble y avoir un effet d'interaction, puisqu'il y a au moins une moyenne conditionnelle qui diffère d'une autre moyenne. Étant entendu qu'ici vous avez les moyennes marginales. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est vraiment les moyennes conditionnelles qui aident effectivement à déterminer s'il y a un effet interactif ou pas. Et justement, il semble y avoir un effet interactif. Alors, on va visualiser cet effet d'interaction à l'aide de la courbe des moyennes. Alors, on a la courbe des moyennes, voilà comment elle se présente. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Alors, on observe effectivement que lorsque les enfants présentent un trouble comportemental et que leurs parents ont une attitude négative à leur égard, eh bien, la moyenne est très basse. C'est ce qu'on observe ici. Donc, la moyenne, elle est véritablement basse. Comparativement aux enfants qui ne présentent pas de TC. Donc, la moyenne est relativement plus élevée.
Mais l'effet effectivement de la présence de troubles comportementaux sur les tests de vocabulaire est beaucoup plus important lorsque effectivement les enfants ont des parents qui ont des attitudes négatives à leur égard. C'est ce qu'on peut lire à travers la courbe verte. Donc on voit que l'effet est beaucoup plus drastique comparativement à la courbe attitude normale. Donc lorsqu'effectivement les parents ont une attitude normale, eh bien l'écart n'est pas très important entre trouble comportemental et sans trouble comportemental. Donc l'écart est surtout important, la différence est surtout importante lorsqu'effectivement les parents présentent une attitude négative. Et ça a du sens. Reste maintenant à vérifier, est-ce que l'effet d'interaction est statistiquement significatif, étant entendu qu'ici, nous sommes en présence d'une interaction dysordinale conditionnelle. J'ai l'impression qu'effectivement, l'effet n'est pas important, ou n'existe pas, lorsqu'effectivement les parents présentent une attitude normale. En tout cas, on va vouloir vérifier cela en procédant au test d'interaction. Et surtout, voir où se situent les effets. Alors, on va y aller donc, en regardant les résultats des tests. Donc, on a test des effets intersujets. Alors, on a l'effet principal du facteur A, autrement dit du groupe, donc qui est significatif à 0,01. On a aussi l'effet principal du facteur B, attitude des parents, mais qui n'est pas significatif. Et l'effet d'interaction, groupe fois attitude, qui est ici significatif au moins à 95%. Donc, il semble y avoir un effet d'interaction statistiquement significatif. Donc, notre intuition de départ est confirmée. À l'effet, effectivement, que l'effet du groupe d'appartenance sur le test de vocabulaire est modéré par l'attitude des parents. Donc, on a ici la somme des carrés intergroupe, donc de la variable groupe, intergroupe de la variable attitude, la somme des carrés de l'interaction. Alors, erreur, c'est la somme des carrés intragroupe, c'est ce qui n'est pas expliqué par les différences entre les groupes. Et total corrigé, c'est la somme des carrés total dans l'ensemble de l'échantillon. C'est-à-dire, peu importe l'appartenance à un groupe ou à un autre. Donc, c'est toute la variation dans les données qui est symbolisée par 3, 5, 5, 7, 3, 0, 9. Donc, c'est la variation dans les données. Alors, modèle corrigé indique effectivement que le modèle dans l'ensemble est significatif à 0,06. Donc, dans l'ensemble, le modèle effectivement est significatif. Alors, la constante symbolise un peu la valeur, donc la moyenne de la variable dépendante. Donc, c'est la moyenne de la variable dépendante de façon globale. Donc, c'est la moyenne globale de la variable dépendante. Peu importe l'appartenance à un groupe ou à un autre. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout l'effet d'interaction. L'effet d'interaction, effectivement, c'est la première hypothèse à vérifier. Et lorsqu'effectivement l'effet d'interaction est statistiquement significatif, comme c'est le cas ici, la deuxième chose à faire, c'est de procéder à l'analyse des effets simples. Autrement dit, où se situe la différence entre les deux catégories de la variable groupe. Et donc, on va tester l'effet du groupe sur le test de vocabulaire à l'intérieur de chaque catégorie de la variable contrôle modératrice, c'est-à-dire attitude. Donc, pour ce faire, il faut analyser ce qu'on appelle les effets simples. Donc, les effets simples, en fait, ce sont les effets du facteur A sur la VD pour chaque niveau du facteur B. Ici, le facteur A, c'est groupe, le facteur B, c'est groupe. Donc, on va s'intéresser à l'effet du groupe à chaque niveau du facteur attitude. Et bien, pour ce faire, il faut procéder à l'analyse des effets simples. Comment? On va y aller. Alors, on va signifier au logiciel qu'on veut comparer en fait les deux catégories de la variable groupe eu égard à chaque catégorie de la variable attitude. Alors, pour ce faire, on va retourner à la syntaxe. Alors, pour cette procédure, autrement dit, pour sortir les effets simples, on a vraiment besoin de le faire manuellement à partir de la syntaxe.
Donc, on va y aller. On va écrire compare, donc compare, et le nom de la variable pour laquelle nous voulons comparer les catégories. Donc, on s'intéresse surtout à la variable groupe. C'est la variable de départ. Donc, on va comparer TC versus sans TC pour chaque catégorie de la variable attitude. Donc, on va mettre entre parenthèses compare entre parenthèses groupe. C'est tout ce que ça prend. Donc, compare entre parenthèses groupe. Et le logiciel, effectivement, va sortir les effets simples à l'intérieur de chaque catégorie de la variable attitude. Donc, on va sélectionner la syntaxe et cliquer sur le triangle vert. Alors, on va s'intéresser en particulier au tableau test univarié, donc qui présente les effets simples. Donc, l'effet de la variable groupe sur le test de vocabulaire pour la catégorie attitude normale, ensuite pour la catégorie attitude négative. Alors, on va s'intéresser à attitude normale. Donc, lorsqu'effectivement les parents présentent une attitude normale, quel est l'effet de la présence de troubles comportementaux sur le test de vocabulaire? Donc, on voit que le F est de 2,66 et ce n'est pas significatif. Donc, ça signifie que la présence d'un trouble comportemental n'a pas d'effet sur le test de vocabulaire lorsque les parents ont une attitude normale à l'égard des enfants. Par contre, lorsque les parents ont une attitude négative à l'égard des enfants, la relation entre la présence d'un trouble de comportement et le test de vocabulaire apparaît. Le F calculé étant de 8,85 et il est statistiquement significatif au moins à 99%. Nous sommes en présence d'un effet d'interaction. Et l'effet existe seulement lorsque effectivement les parents présentent une attitude négative, qu'il s'agit d'une interaction conditionnelle. Donc l'interaction ou l'effet existe à la condition que les parents présentent une attitude négative. C'est pourquoi on parle d'interaction conditionnelle. Mais voilà, nous venons effectivement de procéder à l'analyse de variance factorielle, précisément à l'analyse des effets simples. Alors, on peut présenter les résultats de cette façon. Alors, vous avez un tableau donc, qui présente à la fois les moyennes et les écarts types respectifs pour chaque catégorie de la variable contrôle, donc attitude des parents, étant entendu qu'on s'intéresse à l'effet de troubles de comportement sur les tests de vocabulaire. En tout cas, vous avez une façon, parmi tant d'autres, de présenter les résultats d'une analyse de variance factorielle. Étant entendu que vous avez l'état carré partiel. Donc, SPSS calcule l'état carré partiel de façon particulière en tenant compte de l'effet des autres facteurs. Donc, on parle ici d'état carré partiel et non d'état carré tout court. Parce qu'on contrôle, on tient compte de l'effet des deux facteurs simultanément. D'où le terme partiel, état carré partiel. Alors, je présente effectivement l'état carré partiel pour les deux catégories de la variable contrôle, de même que le test F. En fait, ce sont les effets simples, si vous voulez. Et parallèlement, je présente le test F de l'interaction, ainsi que l'état carré qui lui est associé. En tout cas, voilà une façon de présenter les résultats d'une analyse de variance factorielle, étant entendu qu'on peut présenter ces résultats sous forme schématique. Vous l'avez à l'écran. Mais voilà, peut-être avant de finir, vous montrer assez rapidement comment faire lorsque la variable contrôle est plutôt quantitative. Alors, on va y aller. Si on retourne à Analyse, Modèle linéaire général, univarié. Donc, au lieu d'avoir une variable contrôle qualitative comme attitude, supposons qu'on est revenu. On veut contrôler l'effet de la présence d'un trouble comportemental sur le test de vocabulaire, mais en contrôlant le revenu. Ici, le revenu est une variable quantitative, donc contenu, précisément. Alors,
on ne peut pas la mettre sous facteur fixe. Parce que sous facteur fixe, c'est pour des variables qualitatives. Alors, on va prendre revenu, on va le mettre plutôt sous covariable. Donc, covariable comme variable quantitative. Et bien, justement, lorsque la variable contrôle est une variable contenue, on parle d'analyse de covariance. Donc, on ne parle plus d'analyse de variance factorielle, on parle d'analyse de covariance, précisément ANCOVA. Donc, l'idée, effectivement, c'est de s'intéresser à l'effet du facteur groupe sur la VD en contrôlant l'effet du revenu. Autrement dit, en contrôlant l'effet de la covariance entre le revenu et EVIP, d'où le terme analyse de covariance. Donc, c'est assez similaire à l'analyse de variance, à la simple différence que la variable contrôle est plutôt une variable quantitative. Pour y aller assez rapidement, on va spécifier le modèle. Alors, autant dans le cas de l'analyse factorielle, il n'est pas besoin de spécifier le modèle, donc c'est le modèle factoriel complet, c'est intégré automatiquement. Autant dans le cas de l'ANCOVA, il faut quand même le spécifier au logiciel. Qu'en fait, en cliquant sur personnaliser, que groupe est revenu, je vois la relation comme étant des effets principaux. Ensuite, vous revenez, groupe revenu, je vois aussi l'effet d'interaction. Un peu comme dans le cas de l'analyse de variance. Sauf que vous devez le spécifier au logiciel dans le cas de l'ANCOVA. Alors que dans le cas de l'analyse de variance, ce n'est pas nécessaire, le logiciel l'intègre automatiquement. L'erreur de type 1, de type 3, c'est correct, on poursuit. Ça va être tout finalement. Si on clique sur OK, on obtient plus ou moins les mêmes résultats. Donc là, c'est assez clair que l'effet d'interaction entre le groupe et le revenu n'est pas statistiquement significatif. Et même l'effet du groupe sur le test de vocabulaire disparaît à la présence du revenu. Alors ce qui se passe, c'est que le revenu a un effet beaucoup plus important sur les différences entre les enfants en termes de performance que le fait d'avoir un trouble de comportement ou pas. Mais voilà, assez rapidement, comment procéder à l'ANCOVA, en particulier lorsqu'on travaille avec une variable contrôle quantitative. Eh bien, ça va être tout pour le labo d'aujourd'hui. Alors, dans la deuxième partie, je vais parler assez rapidement des tests de comparaison de moyenne dans le cas de mesures répétées. Merci.